Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Share Alike, série documentaire sur les licences libres et la création, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une nouvelle chronique d'Antanac et aussi la chronique de Florence Chabanois sur l'espace vacant. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire de retour ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 8 avril 2025. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Julie Chomard. Bonjour Julie. Bonjour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Que libérer d'autres qu'est du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Je rappelle que le site d'Antanac est antanac.com avec un K et ce sont nos voisines. Leur adresse est le 18 rue Bernard Dimet. Bonjour Isabelle. Bonjour Isa, merci. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoute, aujourd'hui je voulais vous parler, nous voulions, parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, plusieurs membres adhérents-adhérentes d'Antanac, on voulait vous parler de la liberté des personnes et notamment de la liberté de s'associer. Et donc, je voulais faire un petit compte-rendu, là, rapide, d'un colloque qui a été organisé le 25 mars dernier par le Conseil parisien des associations au Théâtre de la Concorde, en présence de Anouk Toragnan, qui est une élue maire adjointe en charge de la vie associative. Et alors, c'était intéressant parce que donc, le titre de ce colloque, c'était « Association menacée, démocratie en danger ». Et donc, il y a eu d'abord une description de beaucoup de freins à la vie associative, aux libertés des personnes de se réunir en association pour agir collectivement sur tel ou tel axe de la vie citoyenne. Par exemple, sans doute, parce que voilà, Antanac est une association, l'April c'est une association, donc il y a quand même énormément, je sais pas, il y a 15 000 associations sur Paris, c'est gigantesque. Et donc, nous devons, les associations qui en tout cas touchent des subventions, je cherche mes mots, sont obligés de signer un truc qui s'appelle le CER, le contrat d'engagement républicain. C'est une affaire qui a été mise en place en 2021, malgré l'avis d'ailleurs négatif du défenseur des droits de l'époque. Et cette obligation-là a mis une couche de contrôle supplémentaire très conséquente sur les actions et les activités des associations. Elle vise notamment à empêcher les expressions politiques. Un deuxième frein est la baisse des financements publics, la transformation des subventions de fonctionnement que nous connaissons depuis plusieurs années, voire décennies maintenant, qui sont donc passées de subventions de fonctionnement à réponse à appel à projet, dans lesquelles les associations doivent se tordre pour rentrer dans des cases qui forcent à une soumission aux politiques en cours et induisent de fait une concurrence entre les associations, concurrence qu'elles ne souhaitent pas en général. Troisièmement, la disqualification et le doute sur les actions, les volontés des actrices ainsi que des personnes, qu'elles soient d'ailleurs salariées ou qu'elles agissent bénévolement. Et puis la quasi-mise sous tutelle, engendrée par la demande des institutions de devenir comme des opératrices de services publics, en restreignant les choix et les initiatives. Et nous, on le voit bien, notamment dans toutes les actions que nous avons dans le cadre des permanences d'écrivains numériques publics. Là, on voit bien que, en fait, beaucoup de gens nous envoient des tas de personnes, alors que ça devrait être normalement un service public qui rende ce service-là.
Et donc, des outils sont indispensables de manière à lutter contre la marchandisation des associations et leur mise en concurrence entre elles, pour empêcher l'érosion des engagements des citoyens-citoyennes. On constate du coup une peur des contre-pouvoirs que constituent de fait les associations. L'entraide, la solidarité, qui prévalent majoritairement chez les personnes au sein des assos, ne sont pas très bien vues. L'état de droit qui est remis en cause, notamment récemment par Retailleau, la hiérarchie des normes qui est bousculée, la garantie des droits qui risque ainsi de ne plus être là. Une vision de plus en plus autoritaire des financements avec un système redistributif de fonds publics qui montre des glissements, passez-moi le terme, mais fascisants. Tous les secteurs sont en risque, féministes, LGBTQIA+, migrants, migrantes, logement, culture, accès aux droits, etc. Le 21 mars, il y a eu le vote d'un amendement qui visait à supprimer le terme même de l'ESS, Économie sociale et solidaire, qui a pourtant fêté ses 10 ans en 2024. Des préfets qu'on voit s'autoriser de plus en plus à se prononcer contre le droit de manifester. CF, la marche nocturne des femmes le 7 mars. Heureusement, on a gagné finalement. On a pu se faire mener cette marche nocturne, mais enfin, il était moins d'eux. Ou à demander aux collectivités territoriales de ne pas financer telle ou telle association. Par exemple, la mairie de Poitiers qui se voit demander par le préfet de supprimer une subvention à Alternatiba parce qu'elle dispensait une formation à la désobéissance civile non violente. Des attaques régulières contre des créations culturelles, artistiques ou autres, ainsi qu'à des actions militantes humanitaires. Par exemple, le navire de SOS Méditerranée qui est séquestré et qui donc doit se réfugier ailleurs. Les suppressions de plusieurs missions locales qui mettent en danger les jeunes, etc. En fait, malheureusement, la liste pourrait être un peu longue, mais tout ça induit un climat d'autocensure dans les associations, des résignations, des peurs, voire même parfois une dépolitisation qui s'installe jusqu'au risque d'arrêter d'agir, voire de penser. Et ça, c'était donc très intéressant et c'était bien décrit dans cette première table ronde. Puis ensuite, il y a eu une deuxième table ronde et là, c'était intéressant parce que dans la deuxième, les personnes étaient censées travailler la question des leviers possibles pour garantir à nouveau la pérennité des libertés associatives. Et là, il y avait beaucoup moins d'idées. Il n'y avait pas une grande liste comme ça de choses à faire. Mais bon, quand même, elles ont réussi, les personnes, à sortir quelques éléments, mais tout en répétant quand même tous les dangers et les risques que la démocratie, via ces attaques aux assos, soit mise en risque. Donc, par exemple, ils ont cité le fait de repenser les solidarités entre associations. Que toutes les assos soient là quand une est menacée, quel que soit son projet, face à un préfet, par exemple, et que toutes défendent le pluralisme. Et ça, je trouvais que c'était assez intéressant parce que parfois, on voit se cantonner des assos sur des thématiques, par exemple, les assos qui ont un lien sur la question de l'écologie, ou bien telle et telle chose, ou bien sur les migrants, ou sur le logement. Mais c'est rare qu'on ait une vraie interdépendance associative, ça devrait être le cas pourtant. Ensuite, un deuxième point qui a été cité, c'était la question de revoir le management, entre guillemets, au sein des associations, leur gouvernance, de manière à ce qu'on évite de calquer dans les assos les choses qui sont faites dans les entreprises et sur le mode libéral. Puis ça, c'est pas gagné. Moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui fonctionnent avec un management vertical. Ça dépend de la taille aussi. Ouais, ça dépend de la taille, mais est-ce que parce qu'on est gros, on a besoin absolument de verticalité ? C'est pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question puis de réfléchir à comment la bouger. Une troisième chose était affirmer la contributivité des associations à l'intérêt général. Donc vraiment l'affirmer fort. Et pas simplement être là avec... On essaye de donner des réponses à des commandes publiques qui font devenir du coup des auxiliaires. Exiger la co-construction des politiques publiques pour changer les règles du jeu. Supprimer tout ou partie du CER, donc le contrat d'engagement républicain, en tout cas les interprétations qui en sont faites trop souvent. Demander que l'intérêt général prime sur l'ordre public, contrairement à ce que dit le droit actuellement, et soutenir les plaidoyers sur le politique, de manière à ce que les associations qui manient et travaillent sur ces sujets-là soient libres là-dessus. Et puis, une idée force, que soit remis en cause le principe de gestion des subsides. Et là, du coup, l'idée, c'était de dire, plutôt que ça soit uniquement traité par des élus et l'UE, comment on pourrait imaginer une co-gestion avec des acteuristes variés, des personnes désignées par tirage au sort, que sais-je, qui pourraient ainsi faire en sorte que la vision de l'argent public soit repensée dans tous les territoires et que du coup, ce soit pas simplement des élus qui disent on va donner de l'argent à tel ou tel asso, puis tel montant, etc., mais plutôt des gens d'un horizon plus large que ça, quoi. Je trouvais que cette proposition-là était bien intéressante, surtout quand on sait que la Commission européenne est en train de se préparer à rajouter une nouvelle strate de contrôle encore sur les subventions.
Et alors, dans ces tables rondes, et après, ça sera la fin de mon sujet, mais il y avait évidemment une thématique qui n'avait pas été abordée. J'étais très, très surprise. Et du coup, j'ai posé une question, bien sûr, là-dessus. C'était celle du numérique. C'est-à-dire sur l'utilisation qui est faite des voies dites dématérialisées, mais on sait qu'elles ne le sont pas, pour tous les échanges désormais avec les pourvoyeuses de fonds publics, toutes les plateformes sur lesquelles les assos doivent déposer des dossiers, avec des documents joints, avec aucune transparence sur qu'est-ce qui est fait de ces informations, de ces données, les comptes, les pièces d'identité des membres des bureaux, les rapports divers et variés, tout ça on ne sait pas en fait. Comment c'est traité. Et puis aussi l'obligation de participer à des réseaux peu libres et de s'intégrer de force ou quasi sous peine de n'être plus subventionné dans des écosystèmes qui ne correspondent pas toujours à l'action ou aux principes des associations. Puis j'ai posé la question, mais je n'ai pas eu trop de réponses en fait. On m'a dit oui, en effet, la transparence des données, c'est un grand sujet. Et puis rien. Mais bon, peut-être ils n'avaient pas eu le temps de réfléchir. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que les gens qui étaient là-dessus, donc je parlais du collectif parisien des associations, mais il y avait donc des membres du collectif des associations citoyennes, et puis du mouvement associatif, et puis il y avait la présidente de la LDH, Ligue des droits de l'homme. Donc c'était quand même... Voilà, c'est intéressant. Merci pour ce compte rendu, Isabelle. Je t'en prie, continue à poser des questions. Oui. Et on se revoit le mois prochain. Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons de Share Alike, la série documentaire consacrée aux licences libres et à la création. Pour l'instant, nous allons écouter Reflecting Pool par Mr. Smith. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Reflecting Pool par Mr. Smith, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur Share Alike, une série documentaire sur les licences libres et la création, produite par le collectif Lanciné. Nous avons le plaisir d'en parler avec nos 2 personnes invitées. Tristan Duval qui est au studio avec moi. Bonjour Tristan. Bonjour. Et avec Pablo Albandea de Lanciné lui aussi qui nous rejoint à distance. Bonjour Pablo. Bonjour. Tout le monde est là.
N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sous la page consacrée à l'émission du jour, donc libreavou.org/242. Donc on démarre traditionnellement notre sujet principal en demandant à nos personnes invitées de faire une courte présentation personnelle, environ 1 minute par exemple. Je te laisse commencer, Tristan. Alors oui, moi je m'appelle Tristan, je fais de l'art libre un peu largement, c'est-à-dire beaucoup de vidéos, mais aussi un peu de photos, un petit peu de dessin, un petit peu de musique, depuis un petit moment maintenant, et j'ai découvert les licences libres il y a une 15aine d'années, et je les utilise plus depuis 12 ans peut-être, et j'en fais la promotion depuis 12 ans, ouais. Voilà. Très bien, Pablo? Oui, alors moi je m'appelle Pablo, je suis vidéaste, je travaille pas mal dans les milieux du théâtre et du cinéma. J'ai aussi une pratique personnelle, moi je fais des films que je place sous licence libre aussi. Et je fais aussi de la performance audiovisuelle. Et voilà, à part ça, je fais partie de Lanciné depuis les débuts pratiquement. On va découvrir ensemble ce que c'est le collectif Lanciné. Donc Pablo, toi tu es à distance, donc je peux pas te voir, je peux pas te faire signe, du moins visuel. Du coup, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas à m'appeler Isa. J'essaierai de distribuer la parole, mais tu prends la parole quand tu veux. Et donc, on va justement parler un petit peu de ce collectif Lanciné. Vous en faites partie tous les deux. De quoi il s'agit, quand il est né, pourquoi, qui veut commencer, qui veut se lancer? Je vais peut-être me lancer parce que j'étais là un tout petit peu avant Pablo. En fait, avant ce collectif, il y avait un autre collectif qui s'appelait les Objecteurs de croissance de Lille. Voilà, où on parlait et on mettait en avant la décroissance. Et non, c'était pas sur l'art. C'était pas sur l'art. Tout un autre sujet. Voilà. Et tout un autre sujet. Voilà. Et en fait, on organisait plein de choses, dont des événements un peu culturels. Et en fait, à Lille, il y a un cinéma qui s'appelle le Cinéma L'Univers, qui est un cinéma associatif, où on faisait des projections depuis très longtemps. Et donc, on a diffusé des films pendant quelques années. Et après, on s'est dit, tiens, on a diffusé tout ce qu'on trouve intéressant. Si on commençait à faire. Donc on a acheté une caméra, on a acheté un micro et on a commencé à tourner un film sans savoir comment faire, voilà, juste comme ça parce qu'on avait envie. Et ce film, il est sur les déboulonneurs de Lille. Donc, et en fait, on les a suivis pendant un petit moment jusqu'à leur procès. C'était en 2015. Tu peux donner un peu de contexte peut-être? Ouais, en fait, donc le film il s'appelle Et vos rêves et ça suit les déboulonneurs de Lille. Donc en fait, les déboulonneurs, c'est ceux qui vont barbouiller les panneaux de publicité, les taguer, tout ça pour contester la surconsommation et la surabondance de publicité dans l'espace public. Et donc à un moment, enfin le but de cet assaut-là, c'est d'avoir des procès pour en faire des tribunes politiques. Et donc on les a filmés, on les a suivis, et donc on en a fait un film qui s'appelle Et vos rêves. Et après ça, on s'est dit, tiens, en fait, on aime bien si on continuait. Et donc on a créé une espèce de sous-collectif au sein de cet assaut-là, qui est devenu Lanciné. L'autre assaut est décédée, elle est morte, elle n'existe plus. Et en 2016... donc 2018. Alors, Pablo, c'est en 2018 qu'on a créé l'association, je crois. Oui, ça doit être ça. Une petite dizaine. Ça. Voilà, en 2018. Et depuis 2017, on organise un festival qui s'appelle Nos désirs sont des ordres. Et c'est à ce moment-là que Pablo nous a rejoints parce qu'on a diffusé un de ses films pendant ce festival.
Et je te laisse la suite. Pablo. Juste une question. Ça veut dire que quand avec cette sous-association qui après est devenue Lancinée, vous avez commencé à réaliser, en fait, c'était complètement presque improvisé. C'est-à-dire, vous connaissiez rien, Non. vous n'aviez pas forcément en tête de faire de ça une passion durable. C'était juste une envie de le faire. C'était une envie de le faire, ouais. Et c'est très marrant parce que ça se voit. Ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses hyper moches, mais il y a de l'envie. Ouais. Ça existe et tout ça, mais d'un point de vue technique et tout ça, il y a plein de choses qui sont moches et le son est pas très terrible et tout ça, mais ça existe et c'est super. Et on peut encore le voir oui. Et vos rêves, il est sur Orciné notamment. Mais on en parlera après, peut-être. Très bien. Et Pablo, tu veux continuer l'histoire ? Je vais continuer. Donc, du coup, en effet, moi, je venais d'arriver à Lille à ce moment-là, donc en 2017. Et j'ai vu passer ce festival, donc Nos désirs sont désordre, c'était la première édition, organisée par une association, par un collectif qui s'appelait Lancinée. Et du coup, moi, j'ai postulé, j'ai envoyé un de mes films qui s'appelle Sur la Terre. Et mon film a été retenu. Et donc, j'ai participé à ce festival pour présenter mon film. Et suite à ça, j'ai rencontré du coup les membres de Lancinée à cette époque-là. Et j'ai décidé d'aller à une AG du collectif, et c'est comme ça que moi j'ai rejoint ensuite l'association parce que ça me plaisait bien ce qu'ils faisaient, et notamment il y avait cette question de projeter des films qui étaient plutôt politiques, puisque Nos désirs sont désordre est un festival sur le thème de la critique sociale de manière assez large. Et en plus de ça, quand je suis allé à la première réunion, la question du libre a été abordée assez rapidement. Et moi, du coup, quand j'ai débarqué là-dedans, c'est vrai que je connaissais pas grand-chose au libre, surtout encore moins au libre appliqué au domaine artistique. J'avais déjà entendu parler du libre dans les mondes du logiciel parce que j'utilisais ça régulièrement. J'utilisais Linux à cette époque-là. Enfin voilà, c'était quelque chose dont j'étais plutôt familier, mais je découvrais les licences libres appliquées au monde de l'art. Et donc j'ai rejoint le collectif et donc on a continué comme ça. J'ai pris part à l'organisation des festivals et petit à petit, on a continué à développer ces questions-là, ces questions du libre et notamment du libre dans les domaines artistiques, pas seulement dans les domaines du film et de l'audiovisuel, mais plus largement dans les domaines artistiques. Et voilà. Et donc on s'est retrouvés en fait petit à petit à un moment à porter l'association avec Tristan uniquement tous les deux. Et donc pendant un moment on a porté l'association un peu tous les deux et on a eu un peu la liberté aussi comme ça de pouvoir de mener un peu les projets qu'on voulait. C'est toujours le cas ? Vous êtes toujours deux ? C'est toujours le cas. Il y a des gens qui gravitent, mais on est deux, quoi. Donc c'est pareil, s'il y a des gens qui... Vous êtes un peu le noyau, disons, mais vous êtes ouvert éventuellement à d'autres collaborations. Oui, je demande parce que peut-être que parmi les personnes qui vous écoutent, ça donne envie à d'autres personnes de faire des choses. En fait, on s'est rendu compte au fil des années, parce que ça fait longtemps qu'on se dit, tiens, il y a des gens qui partent, mais il n'y a personne qui arrive. Donc c'est un peu dommage, mais on s'est rendu compte que le cinéma alternatif, on va dire, c'est une niche. Le libre, c'est une niche, mais alors le cinéma alternatif libre... C'est la niche de la niche. Je comprends. Voilà. Pablo nous disait qu'il a découvert les principes du libre appliqués à l'art, ou plus spécifiquement au film, en participant aux réunions, aux assemblées générales de Lancinée. Du coup, ça veut dire que ces principes étaient déjà dans le collectif, et je suis curieuse de savoir comment ces principes sont arrivés, par quel biais. C'était toi, par exemple, Tristan ou... Oui, notamment. En fait, quand on a fait ce premier film, s'est posé la question de la musique.
Voilà. Et en fait, c'est un peu... Enfin bon, moi, j'utilisais déjà depuis un moment Linux, donc j'avais déjà tout ça en tête, mais au moment de mettre de la musique dans le film, eh ben, on s'est tourné vers de la musique libre. Et après, on s'est dit, on met de la musique libre. Donc, en fait, ça fait sens qu'on mette aussi le film sous licence libre. Et après, en réfléchissant à ça, et notamment avec la question de ce lieu, le cinéma de l'univers, où on projetait des films, à dire, mais en fait, on va aussi projeter des films libres. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, c'est devenu de plus en plus large. Et c'est comme ça aussi qu'on en est venu à se dire qu'un début de l'association aussi, c'était de faire la promotion du libre, dans les domaines artistiques notamment, mais pas que. Et c'est comme ça que sont nés 2 autres projets à partir de 2018, qui sont donc Share Alike, mais aussi Orciné, qui est une plateforme de films libres. Parce que en fait, quand on discutait avec des personnes qui font des films sur le libre, ça manquait d'incarnation. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était un film libre, ni ce que c'était le libre en général, et le libre appliqué au film. Est-ce que c'était une catégorie de film ? Est-ce que c'était... Bon, voilà. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un endroit où il y ait plein de films libres pour montrer la diversité du cinéma libre. Pour montrer aussi qu'il y avait des films autoproduits avec 2 € et des films avec des plus gros budgets. Enfin, voilà, que c'était très large, qu'il y avait de la fiction, du documentaire, des films expérimentaux. Enfin, voilà. Et ces films donc, que vous avez collectés sur la plateforme Orciné, c'est des films faits par vous, par d'autres personnes. Comment vous les avez trouvés ? Parce que comme tu me disais, c'est assez confidentiel comme monde. Donc peut-être que c'est confidentiel, donc c'est plus facile de se retrouver entre adeptes. Mais je suis heureuse de savoir comment vous allez les trouver, finalement, ces films. En fait, ça a commencé comme on avait le festival. On a lancé des appels à films, des gens répondaient. Et en fait, dans ce premier festival aussi, on a invité... quelqu'un qui s'appelle Yannick et qui a montré un film qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Synapse, où ils font des films et ils ont notamment cette question du libre depuis longtemps, ils la travaillent. Synapse qui fait lui-même partie d'un réseau qui s'appelle le réseau d'ailleurs, qui est un réseau de cinéma alternatif francophone, on va dire. Et donc, en fait, de fil en aiguille, on a découvert plein de gens qui faisaient plein de choses et qui mettaient aussi leurs films sous licence libre. Et puis après, en fait, on a aussi beaucoup cherché comme ça sur Internet. Et de fil en aiguille, on tombe sur quelque chose, on tire un fil et et voilà. Et au bout d'un moment, on a une connaissance large. Il y en a combien maintenant, à peu près Sur Orciné, il y a un petit compteur en bas, donc il y en a 311. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et il y en a beaucoup d'autres qu'il faut qu'on visionne et tout ça. Voilà. Sachant que sur Orciné, il y a des films sous licence libre et il y a des films du domaine public. Donc en fait, il pourrait y en avoir déjà des milliers. Voilà. Vous avez dit tous les deux que avant de vous poser la question quelle musique utiliser, les licences, etc., vous étiez déjà tous les deux sur des logiciels libres au niveau personnel. Pablo, tu es tombé comment dans le logiciel libre ? C'est pas très original, je pense, mais après, moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans un petit village. Du coup, on n'avait pas forcément énormément de choses à faire, et avec toute une bande de copains à l'époque, du coup, on utilisait beaucoup les ordinateurs, on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et donc, je suis un peu tombé là-dedans, et de fil en aiguille, on s'est mis en fait à découvrir ce qu'était le libre et ce qui correspondait plutôt en fait aux valeurs politiques qu'on aimait à l'époque. Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'est mis à chercher, à fouiller, à regarder comment fonctionnait Linux, à apprendre à coder très vite fait et voilà. Un peu de développement aussi. Oui, enfin vraiment des rudiments, on va dire. Oui.
Pour s'amuser, pour avoir la satisfaction de dire je peux le faire. Et du coup, c'était une recherche sur Internet. Vous aviez aussi peut-être des associations, des structures aussi dans votre coin, tu me disais, ou tout s'est fait un peu à distance? Pas vraiment. Tout s'est fait plutôt entre nous en fait. On se retrouvait ensemble en fait, et on pouvait passer plusieurs jours ensemble à chercher des choses à jouer et à installer des choses et des logiciels libres. Mais c'est vrai que on n'avait pas énormément de structure, mais ça c'était aussi le fait de grandir vraiment à la campagne, loin de tout. Et puis c'était à cette époque-là, on était ados, donc. Je demande parce qu'en France, on a la chance d'avoir énormément d'associations de promotion du logiciel libre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'annuaire de ces associations. Il n'est pas forcément exhaustif, mais vous pouvez le trouver sur agendadulibre.org. Et toi, Tristan, comment ça se fait, comment c'est né cet amour pour le logiciel libre? C'est né avec le fait j'aimais bien bidouiller, donc j'utilisais des logiciels pour faire du montage, des logiciels pour faire Photoshop, tout ça, et en fait à un moment j'en avais marre de pirater, donc je me suis dit qu'est-ce qui existe? J'ai regardé et j'ai trouvé ça super. Je pense que d'abord j'ai utilisé ça sous Windows, et puis après j'ai commencé aussi, j'avais des PC qui vieillissaient et donc qui marchaient plus sous Windows, et donc je les ai passés sous Linux. J'ai vu que c'était super, que ça leur redonnait une deuxième jeunesse. Et après, j'ai passé même mes PC pas vieux sous Linux. Et j'ai dit, waouh, c'est formidable. On peut faire vraiment beaucoup de choses et beaucoup plus rapidement. Et j'ai oublié de vous demander, le festival Nos désirs sans désordre, il existe toujours? Alors là, il est un petit peu en pause. Parce que, comme on est deux, c'est un peu on fait plein de choses, et aussi organiser un festival à deux, c'est pas très c'est moins marrant quoi. Donc l'idée c'est que là on est sur ShareAlike à fond, et puis après on va lancer un appel à participation, et puis s'il y a des gens qui veulent participer, on réorganisera une édition de ce festival. Donc, si vous nous écoutez, ce festival se passe sous Lille. C'est à Lille, ouais. Mais après, l'idée, il y a plein d'idées. C'est-à-dire que ce festival, c'est un festival de films libres. Donc, il peut y avoir une édition à Lille et des éditions ailleurs. C'est ça qui est pratique. Il peut y avoir des éditions dans plusieurs villes la même année, puisque si la programmation est faite, il peut s'aimer, quoi. Donc, vous avez entendu, si vous avez envie de faire quelque chose pour le cinéma indépendant et libre, vous pouvez toquer à la porte de l'Anciné. Maintenant, on va passer au sujet principal de l'émission, qui est le gros projet sur lequel vous travaillez en ce moment, qui est ShareAlike. Donc, présentation de ShareAlike, je ne sais pas qui veut se lancer. Pablo, peut-être? Ouais, je vais présenter. Donc, ShareAlike. Tristan complétera. Oui. ShareAlike, du coup, c'est une série documentaire en 9 épisodes qui est en train de sortir en ce moment même. C'est une série où chaque épisode sort tous les lundis. Donc là, on en est au 3e épisode de la série. Et le principe de ce projet, c'est qu'on est allé suivre des artistes et des travailleurs et travailleuses de l'art qui utilisent des licences libres pour créer dans les domaines de la création, donc pour créer ou pour diffuser leurs œuvres. Et plus largement que ça, ça parle du système du droit d'auteur, de comment il fonctionne et de comment on pourrait le remettre en question. Et donc, on va à la rencontre de personnes qui essayent de faire autrement, qui essayent de trouver des alternatives au système du droit d'auteur. Et voilà, donc c'est des épisodes qui durent environ un quart d'heure, entre 15 et 20 minutes. Et dans chaque épisode, on suit un artiste ou un collectif différent.
Alors, tu dis remettre en question le droit d'auteur. Donc, on va rappeler. Je ne suis pas juriste, hein, mais Oui. je peux rappeler, comment dire, un petit peu ce que ça veut dire, surtout ce que ça veut dire en France. Hein. Oui. Donc, en droit d'auteur, il y a la paternité de l'œuvre. Donc, on est lié à l'œuvre qu'on a créée, et ça, c'est inaliénable. Ça existe ce mot en français. C'est-à-dire qu'on on est lié à l'œuvre pour toujours. Et après, il y a aussi les droits patrimoniaux. Donc, le droit d'auteur me donne le droit justement de commercialiser mon œuvre. Et si quelqu'un veut faire quelque chose avec mon œuvre, il faut qu'il me demande une autorisation. Donc, c'est par principe, c'est quelque chose qui interdit de faire des choses à mon œuvre, sauf si je donne l'autorisation pour le faire. Et les licences libres, au contrario, n'interdisent pas, mais ils donnent des libertés, ils donnent des autorisations. Du coup, quand tu dis mettre un peu en question le droit d'auteur, je me pose la question, parce que les licences libres s'appuient justement sur le droit d'auteur, finalement pour en faire autre chose. Qu'est-ce que donc vous avez posé cette question, hein, je visionnais pas tous mais presque tous les épisodes, et ce que j'ai remarqué, c'est que la différence entre droit d'auteur, licence libre, le terme horrible fourre-tout de propriété intellectuelle, hein, on l'appelle fourre-tout parce qu'il met dedans le droit d'auteur, les brevets, les marques déposées, donc ça c'est n'importe quoi, et j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, que pas forcément tous les artistes que vous avez interviewés avaient bien clair la différence, tout ça. À bout d'un moment, il y a même des artistes qui disaient oui, on publie sous licence libre, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et Tristan, qu'est-ce que tu en tires de ça? Non, mais l'idée aussi avec la série, c'était pas juste d'interroger des gens qui savent. Mais c'est aussi des gens qui savent pas, des gens qui s'interrogent, des gens qui essayent. Et en fait, c'est hyper compliqué, tout ça. C'est hyper compliqué. Et on voulait aussi que cette série, ce soit le reflet de ça. C'est hyper compliqué. Et c'est pas compliqué de se renseigner. Alors, c'est hyper compliqué de comprendre, mais c'est aussi hyper compliqué de se renseigner. Enfin, par exemple, dans un des épisodes, c'est quelqu'un qui est prof de fac et qui explique qu'en fait, dans les cursus de fac, il n'y a pas d'explication de poussée de qu'est-ce que c'est le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on forme des artistes. Tu parles de fac plutôt orienté art. Orienté art. On forme des artistes, on leur dit, ben voilà, vous allez gagner de l'argent grâce à vos créations, mais on leur explique pas le principe du droit d'auteur, qui est pourtant le principe qui leur permet de gagner de l'argent. En fait, on ne leur explique pas les règles. Et on s'est rendu compte que c'était pareil dans la musique, que c'était pareil dans le cinéma, que, en fait, même les gens qui sont censés, par exemple, les producteurs en cinéma, par exemple, en fait, ils connaissent pas les règles. En fait, on s'est rendu compte que tout ça était un grand fantasme. Et il y a beaucoup de fantasmes, par exemple, sur la question du copyright. Il y a des gens qui mettent des C entourés, là, pour protéger, alors que légalement, en France, ça n'existe pas. Et donc, l'idée, c'était aussi de montrer ça, que c'est compliqué, mais que c'est fait exprès aussi que ce soit compliqué, parce que ça entretient le flou. Et ça permet de favoriser toujours les mêmes, les plus puissants qui mettent ces règles en place, quoi. Et on le voit bien, par exemple, en ce moment, avec la question de l'intelligence artificielle, où, pirater, c'est mal, mais entraîner des IA en siphonnant tout l'art qu'il y a sur Internet, ça va. Et on peut piocher librement en s'en fichant complètement du droit d'auteur. C'était très mal comme par hasard. Avant, pirater, c'était voler, mais pour l'IA, ça va. Utiliser le style Ghibli, alors que lui-même a dit qu'il trouvait que l'intelligence artificielle, c'était horrible. Ça, c'est pas grave. Studio Ghibli, c'est le studio du réalisateur de films d'animation japonais. Le voyage le voyage de Chihiro. Mais j'ai plus en tête le nom du réalisateur. Miyazaki, voilà. Oui, voilà. Exactement. Donc
Oui, et vous avez choisi un format, parce que j'ai aussi, j'ai pu visionner les épisodes, vous avez choisi un format assez spécifique. Alors déjà, on n'entend pas de questions. Oui. Il y a des cartes qui circulent sur des tables. C'est les cartes avec les questions ou... Alors en fait, il y a... je commence, Pablo, et tu complètes. Oui. Chaque épisode est découpé en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est un entretien avec les personnes, artistes ou collectifs, où là, en fait, c'est des entretiens un peu classiques face caméra où on pose des questions, ils répondent, mais on n'a pas mis les questions. Effectivement, on voulait un peu s'effacer, on voulait pas intervenir. Oui, je précise, voilà. On n'entend pas les questions de Tristan et Pablo. Voilà, on entend juste les personnes, on voit et on entend les personnes parler. C'est ça. Et après, il y a une deuxième partie qui sont en fait des discussions entre ces personnes et artistes et quelqu'un d'autre. Il y a des journalistes, il y a des personnes un peu pas expertes, mais qui ont réfléchi sur ces questions. Il y a des universitaires. L'idée, c'était que ce soit pas juste nous on a des questions à se poser, on les pose, mais aussi qu'on élargisse et qu'on fasse se rencontrer différents mondes. Et là, dans cette deuxième partie, nous, l'idée, c'était qu'on ne pose pas de questions et qu'on intervienne quand même, qu'on puisse quand même intervenir donc on avait noté des questions sur des petites cartes. Et pour rassurer tout le monde, l'idée c'était qu'on laisse les gens discuter entre eux, mais que pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de gêne et qu'au bout de 10 minutes, il n'y ait plus rien à se dire, les personnes pouvaient retourner une carte où il y avait des questions. Et comme ça relançait un peu la discussion. Ok. Voilà. Bon, c'est juste pour faire en sorte que l'échange soit le plus spontané possible, mais en ayant cette astuce éventuellement pour lancer la discussion. Oui, Pablo. Oui, non, mais c'était ça. Après, c'est vrai que dans la série, justement, ce principe de carte n'est pas particulièrement mis en avant parce que c'était plus... pour nous, c'était c'est ma curiosité personnelle. Voilà. Oui, non, mais en effet, parce que comme on comprend pas forcément dans la série, pour nous, c'était juste un outil qui servait de support à la discussion. J'ai posé la question en fait parce que moi j'aime beaucoup le cinéma et du coup j'ai fait un peu attention à tout. Donc là les cadres fixes, voilà cette astuce là. Et puis vous avez en fait il y a aussi des images intercalées de films dans le domaine public. Par exemple, j'ai vu des petits films de Alice Guy, qui est la première femme et première personne même réalisatrice début du XXe siècle. Et puis, vous avez mis ou alors des images de tableaux, des photographies, et vous avez utilisé aussi de la musique sous licence libre. Et j'ai trouvé des associations entre images et musique particulièrement touchantes. Je crois que j'ai vu ce film des Frères Lumière, des femmes qui sortent d'une usine. C'est à Lyon, je crois, avec une musique moderne, contemporaine dessus. Ça matche super bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on parle de licence libre, mais on parle aussi d'art et de création. Et donc, je vous invite vraiment à regarder ces épisodes de Share a Like parce qu'ils sont aussi beaux à voir. Voilà pour la. Et en fait, peut-être pour compléter et un peu dire pourquoi on a fait ça, c'est que l'idée c'était aussi de montrer concrètement ce que ça permettait, l'art libre, les licences libres et tout ça, et que en gros, l'idée c'était de remixer plein de choses. Donc il y a des films, il y a des peintures, il y a des photos. Il y a des films d'animation, voilà. On a pris tout ça et on a recréé des œuvres grâce à ça. Et à côté de ça aussi, on a filmé les artistes et les collectifs au travail. Donc il y a aussi, nous on voulait aussi montrer qu'est-ce que c'est concrètement la création en train de se faire. Et en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément souvent. C'est-à-dire, on nous montre l'œuvre finie. On dit, regardez, voilà. On nous dit, regardez, ça, c'est un auteur. Ou voilà, ça, waouh. Mais on ne voit jamais qu'est-ce qui se passe concrètement. Voilà. Et en fait, la création, c'est plein de petits gestes, c'est plein de choses qu'on ne voit jamais. Et on voulait aussi mettre ça en avant.
J'ai oublié de dire que tous les musiques, photos, etc. que vous avez utilisées sont bien évidemment créditées. Donc, si vous voyez des choses qui vous plaisent, vous pouvez les retrouver et les utiliser à votre tour pour créer autre chose. D'autant plus que bien évidemment, toute la série est sous licence libre. Je crois que vous avez choisi 2 licences, c'est ça, Pablo ? Oui, c'est ça. Donc la série est sous licence art libre et elle est sous licence Creative Commons, attribution et share alike. Ah bah bien sûr. Dans les mêmes conditions, c'est pour ça que cette série s'appelle Share Alike d'ailleurs. Oui, ça aurait été bizarre sinon. il est déjà 16h14. Je vous propose de faire maintenant une pause musicale et puis on reprend notre discussion. On a reçu aussi une question sur le web chat de l'émission qui concerne le droit d'auteur à nouveau, mais on va l'approfondir notamment pour ce qui concerne la rémunération des artistes, sujet très important. Et les pauses musicales d'aujourd'hui, donc c'est Tristan qui me les a suggérées et qui sont des pauses musicales, en fait des musiques que vous retrouvez aussi dans les épisodes de Share et Like. Donc la prochaine musique, c'est Gone par Jules et on se retrouve dans moins de 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. This is just the first take, make no mistake. I still have a lot on my plate. I need to feed my children, so I venture out like a pilgrim. Give me thanks for giving you knowledge that God has forgiven. The moments you were tripping, where to bait, greed will plague my people like a cancer. Young girls becoming dancers because they never really got the right tune. From parenthood too soon, little baby getting no attention. Daddy went away, no astral projection. Learn the lesson before life starts testing. The vibes will send your soul into ascension. By the end of this song, they realize I'm the one that they should have put on. But I'll be gone. But I'll be gone. By the end of this song, they realize I'm the one that they should have put on. But I'll be gone. But I'll be gone. All I want is to see the people's minds stay progressing. No radio single, I got a couple screws loose. News flash like when the news crews rush to the hood when there's another shooting. Youngins hope for a future hooping, family ties loosen. What are we doing? By the end of this song, they realize I'm the one that they should have put on. But I'll be gone. But I'll be gone. But I'll be gone. I'll be gone. By the end of this song, they realize I'm the one. But I'll be gone. But I'll be gone. I'll be gone. Nous venons d'écouter Gone par Jules, qui est disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April. L'émission Libre à vous de ce jour est consacrée à Share et Like, la série documentaire consacrée aux licences libres et à la création. Nous en parlons avec Tristan Duval et Pablo Albandea du collectif Lanciné qui a produit cette série. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Et vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission sur libreavou.org/242. Donc très pratique. Donc oui, il y avait une question juste avant la pause musicale. C'est fait exprès, qui est une émission qui a été, que je vous relais depuis le web chat. C'est fait exprès que ce soit compliqué le droit d'auteur. Donc déjà, à quoi ça servirait en principe et dans la pratique, est-ce que ça correspond et que ça satisfait vraiment les objectifs pour lesquels ça a été créé, d'après vous, d'après ce que vous connaissez. Pablo, Tristan. Oui, alors... Oui. Tu veux te lancer. Eh ben, donc, oui, au départ, le droit d'auteur, il est né
il est né au XVIIIe siècle et il a été créé notamment au moment de la création de l'imprimerie et au moment où on a commencé à pouvoir copier les œuvres et à les reproduire de manière plus importante. Et donc, au départ, le droit d'auteur a été créé pour, soi-disant, défendre les auteurs et leur permettre de pouvoir être rémunérés, même si leur œuvre était copiée indéfiniment, et de pouvoir les protéger. Donc ça a été d'abord créé plutôt dans le milieu du livre, et au final, ça a été directement quelque chose qui a été créé plutôt par des personnes qui n'étaient pas uniquement auteurs ou autrices, mais par des personnes qui s'occupaient de la totalité de la chaîne de la création, donc qui allait de la création donc, de l'écriture du livre, en passant par l'impression, puis par la vente. Voilà. Le principe du droit d'auteur qui nous parvient aujourd'hui n'a pas énormément changé depuis sa création à ce moment-là. Et il a jamais été énormément modifié, alors que le milieu de la création, lui, a énormément évolué. Et notamment, il a beaucoup évolué à partir de l'arrivée d'Internet, où là, on est passé encore à une autre période de l'art, ou en tout cas de la reproduction possible, où là on pouvait s'échanger facilement et reproduire aussi et créer aussi beaucoup plus facilement avec les outils numériques. Nous on estime à Lanciney que notamment cette avancée technologique aurait pu permettre de repenser le système du droit d'auteur, ou en tout cas de repenser le système à des fins, pour que ce soit bénéfique en tout cas à tout le monde, c'est-à-dire que le public puisse facilement s'échanger et se partager les œuvres, et les artistes auraient pu aussi également se rémunérer correctement. Et au final, c'est pas le choix qui a été choisi. Le choix a été plutôt choisi de conserver le droit d'auteur et donc de laisser les artistes entre guillemets, les artistes maîtres de tous leurs droits, et donc d'avoir la décision finale sur qu'est-ce qu'on peut en faire, qui peut l'utiliser et comment. Je disais entre guillemets parce qu'aujourd'hui on voit que le système du droit d'auteur appartient assez rarement uniquement à l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur aujourd'hui en effet possède toujours son droit moral, donc c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que c'est toujours l'auteur qui est, en tout cas, on doit attribuer l'œuvre à un auteur, et ça, personne ne peut lui enlever, c'est un droit inaliénable. Mais le droit de faire commerce avec son œuvre, donc les droits patrimoniaux, ça, il y a énormément de cas où ce n'est plus l'auteur qui le possède. Souvent, ce sont les intermédiaires. Donc, je sais pas, dans le livre, ça peut être les éditeurs. Dans les films, c'est les personnes qui font la distribution ou les producteurs. Dans la musique aussi, ça peut être les maisons de production. Et donc là, les auteurs se trouvent privés de leurs droits patrimoniaux, ou en tout cas d'une partie de leurs droits. On voit donc dans ces moments-là, à ces endroits-là, que le droit d'auteur plutôt profite aux personnes qui font commerce des œuvres. Et les personnes qui font commerce de leurs œuvres, c'est très rarement les artistes eux-mêmes. Je crois me rappeler dans un épisode, je crois que c'est un cinéaste. Oui, c'est l'épisode qui est sorti justement cette semaine-là, voilà, avec Joseph Paris. Avec Joseph Paris, et je crois qu'à un moment il dit pour vivre, moi je préférais mettre tout sous licence libre, mais pour vivre j'ai accepté de faire un documentaire. Il est passé, je sais pas, 40 fois sur une chaîne française, et moi j'ai perçu 2000 € de droits d'auteur. C'est ça. Alors que j'aurais préféré avoir 2000 € en plus pour la rémunération de mon travail,
plutôt que l'avoir comme rente qui est pratiquement nulle et permettre à tout le monde de pouvoir l'utiliser. Ouais, et ce qui dit aussi... c'est l'épisode qui est sorti hier. C'est l'épisode qui est sorti hier. Et en fait, ce qu'il dit aussi dans cet épisode, c'est que les industriels viennent toujours défendre les autoristes au moment où ils veulent avoir plus d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, régulièrement, on a des attaques contre le domaine public. Le domaine public, c'est quelqu'un fait une œuvre. En France, c'est 70 ans après la mort de cette personne. N'importe qui peut utiliser cette œuvre, en faire commerce, remixer et ainsi de suite. Ce qu'on a notamment fait dans cette série. Et en fait, c'est... je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait de la musique électronique partout dans le monde, notamment en Chine, tout ça, là... Je suis sûr que Pablo, là, sur le plan de la langue de musique... Jean-Michel Jarre, qui est Merci. un peu le big boss de la SACEM, des SACEM mondiales, et qui régulièrement va sur les plateaux radio, télé, dire en fait, pour rémunérer les artistes, il faudrait qu'on supprime le domaine public, qu'on se fasse de l'argent grâce au domaine public, et comme ça permettra de financer la création et donc de financer les artistes. Et à savoir que, dans la série, il y a plein de chiffres qui sont donnés au fur et à mesure, mais par exemple, je crois que c'est dans l'édition, il y a 3% des personnes qui sont éditées qui vivent de leur création. Enfin voilà. En fait, dans chaque domaine, c'est un chiffre ridiculement minuscule de personnes qui vivent de leur création. Mais en fait, les industries évoquent toujours la défense de ces personnes-là pour aller chercher encore plus et pour détruire encore plus de droits, en fait. Est-ce que vous vivez de votre œuvre, Tristan, Pablo ? Pas du tout, mais justement, c'est intéressant aussi, c'est que dans cet épisode-là, Joseph parle il fait de la street photo, donc il va prendre des choses en photo dans la rue, et il parle du fait que c'est quelque chose d'amateur au sens d'aimer faire les choses. Oui, j'ai beaucoup aimé ce passage. En fait, la vraie origine du mot, quoi. Moi, je considère que les créations que je fais, elles ne seraient pas pareilles si je gagnais de l'argent avec. En fait, c'est-à-dire que ce côté de n'avoir aucune obligation de faire les choses, c'est ça qui me donne envie aussi de les faire. Je crois qu'il y a aussi une chanteuse qui dit ça. Mia, elle dit ça, elle dit qu'elle a... Enfin, Klaus Tinto dit ça, elle a eu l'intermittence pendant quelques années, et en fait, elle dit que ça ne l'intéresse pas. Parce que c'est trop compliqué et que ça casse un truc, et donc qu'elle préfère faire ça sans que ce soit son moyen de subsistance principal. Mais du coup, ça devient compliqué parce que la création, on en a besoin en tant qu'être humain. C'est un besoin de créer. Donc, en principe, on devrait tous et toutes avoir un peu de temps de libre pour pouvoir faire ça. En même temps, il faut manger. Donc, vous avez discuté de ça aussi avec les artistes dans la série. Et je crois qu'il y a le collectif Polynôme, qui parlait d'une possibilité éventuellement d'éteindre l'intermittence, le contrat d'intermittent qui existe en France, aussi à autre chose que la musique. Est-ce que Pablo, tu pourrais rappeler s'il te plaît ce que c'est le régime d'intermittent, et puis on va enchaîner sur cette idée-là. Oui, alors le régime de l'intermittence, c'est un régime qui concerne les métiers du spectacle vivant principalement, donc la musique, mais aussi le théâtre et le cinéma, et la danse, le spectacle vivant dans son ensemble. Et donc l'intermittence, c'est un aménagement du système du chômage. Et c'est un principe qui fait que sur les périodes où les personnes ne travaillent pas, où elles ne sont pas sous contrat, elles touchent automatiquement du chômage. C'est un principe assez simple. L'autre nom de l'intermittence, c'est l'assurance chômage. En fait, c'est sur un an, en fait, on est garanti d'avoir soit d'être sous contrat quand on travaille, donc d'être payé normalement, soit d'avoir du chômage
les mois ou les jours où on ne travaille pas. Et ce principe-là, donc, a été gagné suite à des luttes sociales, mais uniquement dans ces domaines artistiques-là du spectacle vivant. Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes dans les milieux artistiques qui revendiquent le fait d'étendre ce régime de l'intermittence à tous les métiers artistiques. Donc, je pense notamment à des syndicats d'artistes aujourd'hui qui sont très actifs là-dessus, comme le Snap CGT ou des collectifs comme La Buse, par exemple, ou Art en Grève. Et donc, en effet, ce serait, disons, un premier pas vers une meilleure rémunération des artistes. Et en tout cas aussi un déplacement, puisqu'aujourd'hui, les artistes visuels, les artistes plasticiens, donc ceux qui n'ont pas droit à l'intermittence, sont principalement payés selon le droit d'auteur. Donc uniquement sur la vente de leurs œuvres. Et en effet, ça, c'est une situation qui précarise énormément les artistes. Alors que l'intermittence permet de rémunérer plutôt le travail et non pas la vente des œuvres. Parce que, on estime que le gros problème du droit d'auteur, en effet, c'est que les gens sont rémunérés non pas sur leur travail, mais sur une rente ou sur une idée, sur une propriété en tout cas, et non pas sur le travail concret que les personnes ont fourni. Et l'intermittence, ça permettrait notamment de reconnaître ça. C'est un premier pas. Et surtout, si on n'est plus rétribué sur la base de la rente, mais sur la base du travail fourni, bah ça donne la voie libre aux licences libres. C'est-à-dire une fois que le travail est rétribué, bah place justement à l'échange, au partage, au remix, etc. Et donc l'œuvre finalement, elle vit dans la communauté. Et exactement. Peut-être pour donner un exemple sur les artistes plasticiens, plasticiennes, c'est que et sur le fait que le droit d'auteur, en fait, ça ne les rémunère pas, donc ça ne marche pas. Je crois que c'était 70% des autoristes de BD qui étaient à Angoulême, au festival d'Angoulême, donc qui est quand même le plus gros festival de BD d'Europe. Et ben en fait, 70% touchaient le RSA. Combien ? 70 ? 70. Et voilà, donc en fait, on fait comme si ça marchait, mais en fait, ça ne marche pas. Tout le monde, y a toujours des exceptions, mais en fait, tout le monde est précaire. Tout le monde. C'est un système juste qui précarise les gens, quoi. D'ailleurs, dans l'un des épisodes, il y a aussi J qui est intervenu. J qui est dessinateur, entre autres, auteur de romans aussi, de jeux vidéo. Et vous allez parler justement de ça. Hein. On l'a interviewé aussi dans le Libre à vous. Il a essayé d'être auteur. Il essaye toujours d'être auteur à temps plein, mais c'est très 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 compliqué. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous disiez, on parle de licence libre, mais parfois les artistes qu'on a interviewés, ils sont pas forcément au courant de ce que ça veut dire vraiment. À un moment, il y a même une personne qui fait partie d'une association qui fait de l'éducation aux médias et qui donc, elle s'y connaît en licence libre. Comment faire pour combler sa méconnaissance ? Parce que finalement, ce sont tous les artistes que vous allez voir dans ces épisodes, à commencer de la toute première, qui est une DJ très jeune, marseillaise, hyper enthousiaste de son art. Ils ont envie de partager avec le plus grand nombre. Et il y a même des artistes qui disent mais nous, non, on s'en fiche de la licence. De toute façon, on joue, on performe dans des endroits où on ne fait pas de déclaration à la SACEM. Et en fait, ils se mettent en danger. Et au bout d'un mois, ils disent si jamais on chope une amende, tant pis, on fera des concerts de soutien. En fait, publiez sous licence libre. Vous publiez sous licence libre et... Alors, oui, là c'est un cas particulier parce que donc c'est des personnes qui publient sous licence libre, quand même ce qu'elles font, mais que là c'est un spectacle de c'était là, voilà, c'était un spectacle qui reprenait un spectacle qui existe déjà. Ça, exactement. Ah oui, c'est vrai.
Mais il y a cette méconnaissance. Oui, il y a aussi Angie Goudon de Framasoft qui en parle. Et alors que les licences libres les protégeraient, et tout en leur permettant ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire que ce soit diffusé vers le plus grand nombre. Donc comment on fait ? En fait, nous, c'est pour ça qu'on a fait cette liste, cette série. C'est une première réponse. En fait, peut-être pour revenir rapidement sur d'où elle vient, cette série, en 2018, au festival Nos Désirs sont des ordres, donc c'était la deuxième édition, on s'est dit on va organiser un temps justement pour expliquer, pour parler des licences libres dans le cinéma et dans les domaines artistiques plus largement. Et donc on avait demandé à Joseph Paris, donc ce cinéaste qui est présent dans le 3e épisode, d'intervenir. Bon, et ça a fait qu'en fait il a pas pu être présent, donc c'était censé être en visio, et puis finalement il y a personne qui est venu à ce moment-là. Les gens venaient pour voir les films, mais en fait dans la salle il y avait 2 personnes, dont une qui était là par hasard. Enfin, bon, vraiment c'était et là on s'est dit donc vraiment il y a un problème. Faire des temps pour en parler dans des festivals au milieu de plein d'autres choses, c'est pas vraiment la bonne manière de faire. C'était une tentative. On a essayé. Donc, lançons-nous dans ce projet. Et c'est comme ça que, en fait, on travaille sur ce projet-là depuis septembre 2018. Ah oui, c'est de longue haleine. De longue haleine, oui. Et en fait, on voit, il y a une petite histoire en fait de chaque épisode, et vous verrez, c'est marqué, c'est des interviews, je sais pas, de 2023, 2024. On a commencé à tourner là parce qu'on a beaucoup. On a essayé des choses, on s'est arrêté notamment avec le Covid, on a écrit des dossiers, donc on a commencé à filmer des choses en 2018-2019, on s'est arrêté en 2020, on a écrit des dossiers, on a été chercher de l'argent, on en a un petit peu trouvé mais pas beaucoup, et on a recommencé à tourner en avril-mai 2022. Oui, ok. Voilà, et donc les premières images avril-mai 2022, les dernières juillet 2024. Et entre-temps, on a... Justement, tu parlais de comment la série a été produite et financée, parce que tu me disais c'est pas de ça que vous vivez. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi comme système de rémunération ? Alors... Ou plus de rémunération, de production, parce que je pense pas que vous rémunérez vraiment. En fait, le budget de la série, c'est à peu près 25 000 €. Qui est vraiment pas beaucoup. Et donc on s'est bien rendu compte qu'en fait on pourrait pas se payer pour la réalisation. Donc en fait Pablo et moi on est bénévoles. Et par contre on a rémunéré, on est bénévoles pour la réalisation et la production, et on a rémunéré les gens à qui on a demandé de faire leur métier en fait, c'est-à-dire les gens qui sont venus filmer, prendre le son, les gens qui ont fait le montage, le mixage, l'étalonnage. Le générique, l'affiche, voilà. Donc tous les gens à qui on a demandé de travailler avec nous, et c'est leur métier, on les a payés. Pas très bien, mais on les a payés. Et nous, par contre, on s'est juste défrayés. D'accord. Voilà. Et c'était de levée de fonds il y a 3 sources de financement. La première, ça a été... on a fait 2 crowdfunding et on a eu à peu près 5 000 € comme ça. Ensuite, on a donc eu cette aide de Pictet Novo en région Hauts-de-France, qui était une aide de 12 000 €. Et après, il y a 8 000 €, c'est de l'apport de Lanciné. Et concrètement, comment il est arrivé cet argent ? On a été travailler pour... on a fait des ateliers, on a animé des ateliers, on a répondu à des appels à projets pour... on a fait des capsules vidéo. On a fait une capsule vidéo pour une association, tout ça. Des prestations de services, finalement. Des prestations, et on a eu cet argent comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez encore besoin d'argent pour cette série ? Oui, un petit peu, oui. Et notamment... Même si c'est fini. Donc c'est même si c'est fini, mais parce qu'en fait, alors déjà, on aimerait bien un peu d'argent pour la diffusion, c'est-à-dire pour accompagner des projections, pour se déplacer, histoire qu'on puisse se déplacer, pas en fonction de est-ce que les gens peuvent payer nos déplacements, mais en fonction de même ceux qui n'ont pas les moyens, en fait, on peut quand même y aller.
Et on n'a pas complètement tout bouclé parce que il y a notamment, en fait, on a fait des sous-titres en anglais et des sous-titres pour personnes sourdes et malentendantes. Voilà, donc on a aussi rémunéré des gens pour ça. Pas très bien, mais on les a rémunérés. Et voilà, on n'a pas complètement fini Enfin, on n'a pas complètement l'argent pour ça. Donc, on va mettre aussi la référence avec l'appel aux dons, pour qu'on vous puissiez vous déplacer, rémunérer les personnes que vous appelez pour ce type de prestations. Et à propos de vous déplacer, vous avez choisi donc de publier un épisode chaque lundi. Donc, le dernier, c'est à la mi-mai, je crois. Le 19 mai, ouais. Le 19 mai, donc 9 épisodes d'une quinzaine de minutes, un peu plus de 15 minutes. Et en ce moment, Pablo, vous êtes en train de faire connaître la série un peu partout en France. Donc, j'ai vu sur votre site, la prochaine projection, c'est à Lille, mais il n'y a pas le lieu. Au cinéma de l'univers, justement. Ah, c'est... voilà. Il faut que je que vous connaissez bien. Qu'on connaît bien, c'est un peu à la maison. On a beaucoup fréquenté. Et est-ce que c'était facile de trouver... Est-ce que c'est facile de trouver des lieux pour accueillir les projections de Share Alike, Pablo? Pour l'instant, on n'a plutôt pas eu trop de mal. C'est-à-dire que là, comme on vient de finir la série, qu'on avait un peu préparé les choses en avance, on avait quand même plusieurs contacts qui étaient déjà enthousiastes de venir nous montrer, en tout cas d'organiser des projections. Mais c'est vrai que nous, après, l'idée, c'est que on puisse la diffuser le plus largement possible, parce que on va pas passer par des canaux de diffusion conventionnels, c'est-à-dire que c'est un format un peu étrange aussi, donc on peut difficilement demander au festival de nous diffuser. Et puis nous, on a plutôt envie quand même d'accompagner la série, donc d'être là aussi pour discuter avec les gens. Donc nous, on est toujours à la recherche de personnes qui seraient partantes pour organiser des projections. Donc un autre appel en cours, hein. Oui, en effet. Vous l'avez compris. Et je crois que vous pouvez aussi aller dans vous l'avez déjà fait déjà dans des événements libristes, donc qui à la base sont un peu plus sur les logiciels libres, mais qui sont plus largement sur la culture libre. Et le 25, vous êtes à Lyon. Je l'ai mentionné, c'est bien les JDL, les journées du logiciel libre. Tout à fait, c'est bien ça. Bah, c'est super. À 16h le dimanche 25. Super. En plus, je serai là le dimanche. Le temps file, ça c'est normal. On n'a pas parlé de tout ce que j'avais noté. Je vous avais prévenu, c'est comme ça à la radio. Et vous avez moins d'une minute pour laisser un message pour les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'elles devraient retenir, d'après vous, de cet échange d'aujourd'hui? Tristan, je te vois prêt. Ok. Vas-y. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la création artistique de manière rémunérée, en fait, c'est pas aussi idyllique qu'on le pense, c'est pas aussi facile qu'on le pense, et donc c'est hyper important de s'interroger sur la question des licences libres, parce que ça permet de simplifier plein de choses. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais il y a plein de gens qui pensent que si on ne fait rien, eh ben, il n'y a rien qui s'applique. Mais en fait, personne ne connaît le droit d'auteur. Pourtant, dès qu'on crée quelque chose, le droit d'auteur s'applique automatiquement. Donc, c'est hyper nécessaire de s'interroger sur la diffusion et sur comment on veut que les choses soient diffusables et comment on veut que des personnes puissent s'approprier ce qu'on a fait sans nous le demander. Très bien. Pablo ? Eh ben, je vais dire peut-être plus ou moins la même chose, mais je pense en effet que la série sert principalement à ce que les gens s'interrogent, non seulement pour les personnes qui créent, donc pour les artistes, s'interroger sur comment diffuser leurs œuvres et comment créer, mais aussi pour le public de comment ils ont accès à ces œuvres-là et pourquoi. En tout cas, d'essayer de questionner ces systèmes dans lesquels on est, dans le système du droit d'auteur, et parce que on veut essayer de nous faire croire que c'est un peu comme ça et que c'est un peu immuable, alors qu'au final, c'est des choses qui peuvent être complètement changées
et qu'il y a déjà plein de gens qui cherchent des alternatives à ça. Merci beaucoup et merci d'avoir produit Share Like que j'espère et je suis confiante va bouger un peu les choses. Donc merci encore à Tristan et Pablo du collectif Lanciné et bonne continuation avec votre tour avec Share Like. Et merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Oui. Vous pourrez retrouver toutes les références sur libreavou.org/242 et nous allons faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Florence Chabanois qui porte aujourd'hui sur le thème « L'espace vacant ». Nous allons écouter « Faire tourner la parole » par Rose Azerty et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous allons continuer avec la chronique FHX de Florence Chabanois, qui est présidente de la Place des Grenouilles. Statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets. Votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité de genre. Le thème de la chronique du jour, l'espace vacant. Bonjour Florence, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour les copains. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Super. Alors, non mais quand même, ça s'est énormément amélioré pour les femmes. Tu ne trouves pas ? Je suis toujours un peu étonnée quand on me demande ça, sorti de nulle part, comme si on cherchait à obtenir quelque chose ou à se rassurer. Je sens que cela ferait plaisir à la personne que je dise oui. Déjà, non, je ne trouve pas. Individuellement, on peut croire que ça s'est amélioré. On entend des histoires moins inégalitaires ou des rôles modèles qui servent d'étendard. Quand on regarde les enquêtes, rien ne bouge, ou si peu, ou empire. Il y a des lois, certes. La loi sur l'égalité salariale date de 1983, soit 40 ans, et la dernière de 2021, parce qu'on est toujours à 15-20% d'écart de salaire.
Les femmes en couple hétéro doivent, en plus de leur travail rémunéré, toujours assurer 2 fois plus de tâches domestiques que leur conjoint. Tout ça pour toucher 40% de pension en moins en moyenne à la retraite, si elles ne sont pas tombées dans la pauvreté avant, en étant devenues maman solo. Et toutes les 7 minutes, on tente de violer ou on viole une femme en France. Hors statistique, même sur les succès dans les couples hétérosexuels, qui semblent équilibrés, parce que le papa dépose l'enfant à l'école par exemple, à chaque fois qu'on regarde dans les détails, c'est l'arnaque. Quand les deux sont présents et présentes, c'est la mère qui est sollicitée, qui a pensé à tout au préalable ou qui va se lever pendant l'apéro pour changer la couche. En fait, j'ai du mal à voir des statistiques où la situation est équilibrée et stable depuis des décennies. Pendant la Covid, les femmes sont ressorties en masse du marché du travail rémunéré et en politique, le pourcentage de députées femmes a baissé pour la première fois depuis 1988. Bon, ok, mais au moins on n'est pas en Honduras où l'avortement est interdit de façon constitutionnelle. En France, c'est la protection de l'IVG qui est inscrite dans la Constitution. Nous avons aussi amélioré la loi sur l'entrave à l'IVG, mise en place en 1993, en 2007, pour mieux garantir l'accès à ce droit. Et puis, ce n'est pas comme aux USA, où il est devenu dangereux de dire femme, diversité, LGBTQIA+, dans des textes officiels, où les personnes transgenres ne peuvent plus travailler dans l'armée, et où les politiques d'égalité de genre sont devenues illégales, bon, on dit discriminantes. Au Kentucky, depuis 2022, les établissements scolaires n'ont pas le droit de parler d'identité de genre ni d'orientation sexuelle. Le livre Le rose, le bleu et toi, abordant les stéréotypes de genre d'Elise Gravel, est interdit dans les écoles primaires et on peut être arrêté si on est vu avec dans une école. Avant 2021, PEN America, donc c'est l'association, ne compilait pas les interdictions de livres car elles étaient trop peu nombreuses. L'année suivante, on est passé à 2500 œuvres interdites, puis à 10 000, soit 4 fois plus. Dans le viseur, le journal d'Anne Frank, 1984, La Servante écarlate, La couleur pourpre, parce qu'on y voit de la violence sexiste et sexuelle, qu'on parle d'inégalité, de discrimination ou qu'il y a des homosexuels. Les personnes qui trouvaient qu'il y avait trop de diversité sur Netflix peuvent se réjouir avec Disney, qui a cédé aux pressions sur ses dessins animés. Il n'y aura peut-être plus du tout de représentation transgenre, ethnique ou homosexuelle dans les divertissements en un claquement de doigts. Bon, au moins, en France, on est d'accord que le sexisme, c'est mal. On n'est pas fermé comme les ricains et les ricaines. Depuis 2004, les femmes portant un foulard n'ont plus le droit de travailler pour la fonction publique, d'être prof, par exemple. C'est ballot pour celles qui avaient commencé leurs études. En 2019, le Sénat a aussi interdit les foulards pendant les sorties scolaires. Le texte a finalement été supprimé derrière. Et 4 ans avant, une circulaire l'avait aussi interdit, mais le Conseil d'État l'avait invalidé. Le prosélytisme portant sur le comportement, le fait de chercher à convaincre plutôt qu'à nos tenues. En ce moment, on va interdire aux femmes voilées de faire du sport tout court, rien que ça. Demain, elles n'auront peut-être plus le droit de sortir, ni de parler entre elles en public, qui sait. Ça vous fait penser à quelque chose ? Même quand ces tentatives législatives ne passent pas, elles déplacent le curseur de la norme acceptable. Vous me direz qu'il n'y a pas besoin de loi pour pratiquer la discrimination. Les femmes portant un foulard ayant 80% de chances en moins de décrocher un entretien. On condamne les personnes quand on trouve qu'elles ne s'intègrent pas, après les avoir empêchées de s'intégrer. C'est malin. Ok, mais là, je parle de certaines femmes. On sait que le racisme et l'islamophobie sont en promo en ce moment. Le sexisme, globalement, c'est mal, c'est tout. Sur l'éducation sexuelle, des heures de cours sont prévues depuis 2001. Bam, 24 ans après, devant toujours quasiment zéro application de cette loi, le gouvernement a sorti une deuxième loi en 2025. Je me demande comment cela va se mettre en place avec des coupes budgétaires sur l'éducation nationale, mais on croise les doigts. L'écriture inclusive est régulièrement dans le viseur de certains groupes parlementaires pour gratter un peu plus de terrain sur son interdiction. Ok, mais ça c'est des parlementaires, des vieux et des vieilles réacs. Du côté des vrais gens, quand on lit un article de France Info, où l'Observatoire national des violences faites aux femmes partage ses statistiques sur les transports en commun, par exemple, où on voit que 7 femmes sur 10 ont déjà été victimes de violences sexuelles dans les transports franciliens, que 80% des femmes sont en alerte, que 9/10 essayent de ne pas s'asseoir à côté d'hommes seuls, 8 personnes sur 10 se mettent dos aux portes et 7 femmes sur 10 s'habillent différemment, que 99% des personnes mises en cause sont des hommes et que 91% des victimes sont des femmes, on se dit tous que c'est nul quand même. Non ? Eh bien, dans les commentaires, il y a le prudent qui dit « Personnellement, je ne propose plus ma place assise dans une rame à une femme. C'est devenu une agression sexuelle. Restez debout
Et puis, quand le service militaire reviendra, beaucoup de filles vont regretter l'ancien temps, quand il n'y avait que les mecs pour s'y coller. Il y a le scientifique aussi. Comme une femme vit en moyenne 80 ans et prend le métro pour bosser 37 ans et demi de sa vie, cela signifie que sur 222 jours ouvrables par an, soit 8325 emprunts du matin et 8325 emprunts du soir, soit 16 650 voyages dans sa vie professionnelle, 7 d'entre elles sur 10 auraient été victimes d'un harcèlement, Donc on essaie de faire croire que ça fait beaucoup, mais dans la réalité ça fait peu. Il y a aussi l'opportuniste. Mélanger sciemment des actes aussi éloignés dans le spectre des violences qu'un regard insistant et un viol pour produire des chiffres massifs, c'est du mensonge quantitatif. Occulter sciemment le profil majoritaire de ceux qui commettent les actes les plus graves pour le réduire au seul dénominateur commun du genre, c'est du mensonge qualitatif. Je pense que vous avez compris entre lignes. Voilà, on peut rire et laisser parler, mais sur la longueur, ces pensées se propagent et deviennent crédibles. Le week-end dernier, il y avait une manifestation pour soutenir une personne fraîchement condamnée après avoir détourné 3 millions de fonds publics. Ce jugement serait antidémocratique. On se marche sur la tête. On inverse de plus en plus les responsabilités et les charges. Les agresseurs deviennent victimes et les victimes des agresseurs. Il n'y a plus d'arguments perchés. Tout semble pouvoir tenir la route. Les personnes qui défendent l'environnement sont criminalisées comme celles qui aident d'autres personnes, si elles sont étrangères. Les discours fascistes sont banalisés. On m'a dit dernièrement que j'étais intolérante avec l'extrême droite parce que je n'avais pas envie de parler avec. J'ai entendu une phrase il y a très longtemps et elle me revient régulièrement à l'esprit. Un harceleur, c'est quelqu'un que personne n'a arrêté. Quand on laisse de l'espace vacant, qu'il soit physique, médiatique, sonore, visuel, d'autres le prennent. Or, on a de l'influence dessus. Par exemple, au foot, en tant que femme, c'est compliqué de partager le terrain avec les hommes. Au début, certains traînaient des pieds pour nous laisser notre tour ou refusaient. Ou les gars continuaient de s'entraîner à côté et parlaient fort et sont sincèrement étonnés quand on leur demande de baisser le ton car on n'entend pas l'entraîneuse. Personne ne leur avait jamais dit. Maintenant, ce n'est plus un sujet sur ce centre-là car ils ont pris l'habitude de voir des femmes. À un moment dans ma carrière, je m'étais posé la question de l'impact, de comment la maximiser et que cet impact reste, pour aider à faire émerger un monde dans lequel je crois. Je l'ai fait à mon niveau, en tant que développeuse, puis en tant que chef. J'ai cru qu'il fallait être big chef pour avoir encore plus d'impact. J'ai vu les limites. Est-ce qu'il faut être DG, actionnaire, politique, travailler sur du libre ou dans le monde associatif pour avoir de l'impact durable ? En réalité, rien ne reste pour toujours. La bonne nouvelle, c'est que cela s'applique dans les deux sens. Rien n'est jamais perdu. La nature a horreur du vide. Si on laisse un espace vacant, d'autres vont planter des graines. Et le temps qu'on s'en rende compte, on se retrouve hors jeu, cloisonné dans un petit coin, sans aucun moyen de nous faire entendre. Désormais, je suis moins exigeante avec moi-même sur l'impact. À mon niveau, rien que fréquenter des personnes et exprimer mes opinions sont des actes d'influence. Exister aussi dans des endroits où j'ai envie d'être et où on m'attend moins en tant que femme racisée. Pour l'instant, il y a encore des sondages qui montrent des données factuelles sur la situation des inégalités de genre. Mais si on ne les subventionnait plus, si elles étaient interdites et détruites, devant la prolifération des fake news, partagez votre savoir, montrez vos réalités et vos opinions en tant que « minorité » sont devenues plus qu'essentielles. Si vous êtes privilégié, c'est l'inverse. Il faut laisser faire de la place. Je compte sur vous et je vous dis au mois prochain. Merci Florence, et comme d'habitude, vous savez que Florence met énormément de références très utiles que vous retrouverez donc sur la page de notre émission. Je vais les rajouter aujourd'hui, demain. Merci beaucoup Florence, je te dis au mois prochain. Merci Isabella. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. J'en ferai une seulement parce qu'on est un peu en retard. La première édition des Assises francophones de l'art libre, organisée par PVH Édition en collaboration avec le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, aura lieu mercredi 9 et jeudi 10 juillet à Neuchâtel, en Suisse. L'événement est en cours de préparation. Toute aide est la bienvenue. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Isabelle Carrère d'Antanac, Tristan Duval et Pablo Albanendea du collectif Lanciné, Florence Chabanois. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chaumard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langen, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio.
Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite et Tumi, qui sont bénévoles à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/242 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté Libre à vous. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 avril 2025 à 15h30. D'ici là, portez-vous bien.